Salut à tous, c'est Jérémy pour Scepticisme Scientifique. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'être avec Avel Guénin-Carlut. Salut. Alors, tu es, tu as à la base en sciences des systèmes complexes. En physique des systèmes complexes. D'autres spécialisations dans d'autres disciplines. Je vais te laisser toi-même présenter ce qui te semble pertinent pour la présentation. Et effectivement, tu vas nous parler un peu de ces systèmes complexes. Voilà, je te laisse détailler un peu ce que tu vas présenter parce que comme je connais pas ta discipline, j'ai peur de dire des bêtises en présentant ton sujet. Mais voilà, je te passe la parole du coup. Du coup, comme disait Jérémy, j'ai fait un master en physique des systèmes complexes. Comme j'étais normalien, j'ai eu la chance de faire des études longues. Donc ça a rangé de l'épistémologie à la physique en passant par les sciences sociales. Le but, globalement pour moi, étant de créer des modèles intégrés de la conscience, de l'esprit, de la vie et de la culture. Je travaille en ce moment dans deux institutions, une qui s'appelle l'Active Inference Lab, qui est un laboratoire international dont le but, c'est un truc bénévole, qu'institut associatif et dont le but est de formaliser et de développer le paradigme d'Active Inference, sur lequel on va revenir dans quelques instants, c'est le centre de la présentation. Okay. Et un laboratoire participatif que j'ai fondé il y a quelques années, qui s'appelle Kairos Research, dont le but c'est, je ne sais jamais comment l'introduire, on va dire, c'est de créer déjà on part d'un bagage de disciplines qui vont de l'épistémologie à la physique, aux sciences sociales, etc., comme le reste. Le but, c'est assez parallèle au but de mon travail de recherche personnel, même si je suis plus fondamental, c'est essentiellement créer des modèles des changements sociaux sur une échelle de temps longue, qui permettent une prise, qui permettent une compréhension située de ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, pour naviguer les dynamiques politiques de l'Anthropocène, donc qui sont caractérisées, pour dire les choses rapidement, par la présence de plus en plus compelling, inexorable, je ne sais pas comment on le dit en français, de feedback climatiques et environnementaux plus généralement complexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ça. Okay. Mais voilà, c'est dans le contexte que j'ai développé. C'est dans le mandat du laboratoire de faire des choses comme ce que je fais maintenant, qui implique d'expliquer des théories ici plutôt centrées sur la physique et les sciences cognitives, et d'essayer d'en dériver des conséquences concrètes pour comment on agit dans le monde. Ok. J'imagine qu'il y aura... Le contexte, ça me semble suffisant. Par la suite, j'imagine qu'il y aura des exemples pour un peu illustrer ça. Il n'y aura pas des exemples pour illustrer la démarche de Kairos, parce que c'est pas le point de la présentation, mais on a fait une interview avec, j'espère ne pas dire de conneries, le Café des Sciences, dont le but c'est spécifiquement de développer qu'est-ce qu'est Kairos et pourquoi ça existe. Donc si les gens s'intéressent à ça, on pourra les renvoyer à cette interview. On mettra les liens du coup sur la page sur YouTube, en description pour ceux que ça intéresse d'aller voir. Ça. Ok. Du coup, le but de la présentation ici, donc c'est une présentation qui s'adresse à un public sceptique, qui est très intéressé par, on va dire, comment bien ou comment mieux penser, de manière plus rationnelle, de manière plus près de la réalité scientifique, je sais pas comment le définir au mieux. Et la question que j'ai posée, c'est pourquoi les gens ont des croyances étranges ? Pourquoi les gens ont des croyances qui semblent renvoyer à rien, qui semblent n'avoir aucune logique interne, et qui sont souvent des croyances qui sont cibles de la démarche sceptique, dans le but de montrer qu'elles sont fausses, et d'amener les gens à changer d'avis, ou du moins à juger d'une manière rationnelle, je vais dire, de quelles croyances sont les plus légitimes, sont les plus scientifiquement solides sur tel ou tel sujet. Ok. Donc, déjà, je vais essayer de définir ce qu'est une croyance, parce que c'est pas trivial. Je vais définir... je ne vais pas commencer par définir la croyance comme un objet individuel. Je vais parler de ce qui constitue une croyance. Donc, ce qui constitue une croyance, c'est par définition une inférence. Une inférence, c'est un processus... c'est n'importe quel processus, n'importe quel mécanisme qui permet de dériver des connaissances de quoi que ce soit. Donc, soit de croyances préexistantes par la logique déduction pure, soit de données sensorielles par l'induction, par l'association, par d'autres
forme d'apprentissage, soit par un mélange des deux. On appelle aussi une inférence le résultat d'un tel processus. Donc ici, ce qu'on va appeler croyance, c'est simplement le résultat d'une inférence. Et ces croyances, elles peuvent avoir plusieurs qualités. Je peux par exemple voir un objet, essayer de déterminer quelle est la nature de l'objet que je vois, et on va appeler le résultat de ce processus une croyance. Là, mon bonhomme pense qu'il voit un chien, alors qu'il voit un très mauvais dessin d'un chien. C'est peut-être une croyance qui a une portée normative sur ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas. Donc, mon personnage décide qu'il aime bien l'ananas de Bob l'éponge. Et enfin, ça peut être une croyance qui a une valeur impérative sur les comportements que je voudrais développer. Donc, mon agent voit le lapin canard de Wittgenstein et décide de partir, ce qui semble une action assez logique. Pour information, ces trois exemples sont des références à Wittgenstein, un philosophe du langage qui aura des positions assez proches de ce que je développe aujourd'hui. Donc, partant du fait qu'on fait des inférences, qu'on part d'informations pour avoir plus d'informations, il y a une position qui est logique, qui est plutôt intuitive en tout cas, qui est plutôt installée, qui est que il faut raisonner logiquement sur la base des connaissances qu'on a pour essayer de dériver de nouvelles connaissances. Donc ça renvoie à une conception, computationnelle, logiciste de la connaissance, qui est un objet linguistique, logique, qui correspond à des règles régulières. Le fait est que depuis les années 60, depuis 60 ans de sciences cognitives, on sait très bien aujourd'hui que c'est pas du tout comme ça que les agents cognitifs marchent. Ils ne marchent pas par des opérations logiques, ils marchent par des dynamiques dans un système biologique, notamment le cerveau. Et il n'y a pas de raison a priori de penser que le processus d'inférence soit avant tout un processus logique. Donc on n'a pas de raison a priori de penser que le modèle intuitif qu'on pourrait avoir de comment raisonner traduise quelques dynamiques réelles que ce soit. Donc, partant de là, on va déjà essayer de définir ce qu'est une croyance, comment marchent les croyances, quelles sont leurs fonctions et qu'est-ce qu'on pourrait appeler une croyance étrange. Une croyance qui dévie de ce que devrait être normativement une croyance. Ensuite, on va essayer de s'intéresser à pourquoi et comment des croyances étranges peuvent se développer chez des humains, sur un plan scientifique, et enfin, essayer de converger vers des considérations éthiques très opérationnelles sur qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des croyances étranges, comment se comporter en tant que sceptique informé par les approches cognitivistes du raisonnement sur vis-à-vis des croyances étranges. Donc, premièrement, on va donc parler, comme je l'ai annoncé, des croyances étranges, et on va en parler en termes d'un paradigme qui s'appelle l'active inference, qui est un paradigme extrêmement physicaliste, au sens où il est basé sur les principes premiers des sciences physiques de la cognition. Ce que dit l'active inference, elle est structurée autour d'un résultat mathématique qui s'appelle le Ferenczi Principle et qui implique que les systèmes cognitifs, les systèmes individuels plus généralement, s'auto-organisent de sorte à minimiser une grandeur en théorie de l'information qui s'appelle l'énergie libre variationnelle. Et cette grandeur a la propriété causale de contraindre la volatilité des états sensorimoteurs. Donc un agent qui minimise son énergie variationnelle, c'est un agent qui peut prédire relativement bien les états sensoriels et moteurs qu'il aura dans le futur. Le fait est que ce processus recrute pas seulement les états internes à l'agent, donc mettons les représentations qu'il a internalisées sur le monde, il recrute aussi ses actions, il recrute les états externes à l'agent et il recrute les sensations de l'agent. Et tout ce processus est ce qu'on appelle inférence active. Ce qui est le plus important dans ce paradigme, c'est qu'il n'y a aucune séparation causale entre les mécanismes par lesquels les agents cognitifs comprennent le monde, par lesquels ils agissent et par lesquels ils survivent et transmettent leur structure, maintiennent leur structure. Ça, c'est dû à une propriété mathématique de l'énergie variationnelle qui est que, déjà, c'est quelque chose qui est visible du point de vue de l'agent. Ça correspond à la complexité des modèles qu'il doit développer, c'est-à-dire le nombre d'hypothèses annexes qu'il doit faire pour expliquer ce qu'il observe étant donné les connaissances qu'il a a priori, et la précision, c'est-à-dire l'opposé du nombre de choses qu'il n'arrive pas du tout à prédire, donc ce qui sont des choses qui sont connues de l'agent en première personne. Et en plus d'être ça,
Ça, c'est une borne supérieure sur la negative log evidence, qui est la surprise, qui correspond à la probabilité que des états soient observés. Donc, en agissant sur des choses auxquelles il a accès phénoménologiquement, l'agent peut minimiser le nombre de surprises qu'il aura dans sa vie. Et du coup, il peut se maintenir dans une niche écologique où il garde une prise, où il est capable de comprendre ce qui se passe et de prédire ce qu'il va faire et ce qu'il va ressentir dans le futur. Et grâce à ça, il peut résister à la dissipation, donc au sens thermodynamique, c'est-à-dire la destruction de cette structure, qui, dans le cas des agents cognitifs, des trucs visuels en général, correspond à la mort. Donc l'agent, ce qu'il fait, en minimisant la complexité et la précision de ses perceptions, de ses états plus généralement, c'est minimiser la probabilité, maximiser la probabilité qu'un agent comme lui se trouve dans une situation dans laquelle il est, et de ce fait, il minimise la probabilité qu'il meure. Okay. Je ne sais pas si c'est très clair, je ne sais pas comment je pourrais rendre ça plus clair sans partir dans beaucoup de maths. Non. Mais, c'est clair, mais du coup, j'ai une question. Concept. Ok. Quand tu dis que donc, son objectif, c'est de minimiser ces risques de sa mort, est-ce que là-dedans, on inclut tout ce qui est désagrément, souffrance, mais qui ne mène pas à la mort? Je veux dire, est-ce que par mort, on peut remplacer ça par difficulté ou par souffrance, ou ça fait vraiment référence uniquement à la mort? Ça fait pas référence à la mort. Ce que l'agent cherche à minimiser, c'est... ce que l'agent minimise, c'est la surprise probable qu'il aura étant donné son modèle du monde. S'il a un modèle du monde où il n'est pas supposé souffrir, se noyer, se faire tirer dessus, il va éviter les situations où il souffre, où il se noie et où il se fait tirer dessus. Ok. Et en vertu de ça, à supposer qu'il incarne un modèle adapté de son environnement, il va mieux survivre, en tout cas, qu'un agent qui ne ferait pas du tout ça. Ok. Du coup, ce qui a beaucoup de conséquences majeures philosophiquement, pragmatiquement, cognitivement. La conséquence qui est intéressante ici et maintenant, c'est le fait que la croyance, c'est pas une propriété interne à l'agent, c'est une propriété qui est énactée par l'agent. Au sens où, ce qu'on appellerait au sens bayésien des croyances, c'est-à-dire les priors, c'est-à-dire les probabilités a priori que je représente que tel ou tel truc arrive, ce n'est pas une propriété qui est interne à l'agent, c'est une propriété statistique a posteriori de trajectoire de l'agent dans sa niche, qui sont donc énactées par l'agent, enfin, il fait ça, il le rend réel par son action, mais ce n'est pas quelque chose qu'il connaît, qu'il peut observer ou sur lequel il peut former des propositions. Ou alors des propositions a posteriori, mais ce ne sont pas les propositions qui ont un sens causal. Ce ne sont pas les propriétés cognitives internes à l'agent qui ont un statut de croyance dans ce paradigme. Et pour préciser ça, je parlais de Breitenberg, qui est un cybernéticien qui a écrit en 1986 un bouquin qui est devenu très important dans les théories embodied, incarnées de la cognition, qui s'appelle Vehicles. Et on va du coup parler des véhicules de Breitenberg. Les deux petits trucs véhicules qu'il y a dans l'image qui vient d'apparaître sont deux véhicules de Breitenberg. Ils ont tous les deux senseurs à l'avant et deux roues motrices à l'arrière. Et tous les deux ont des senseurs qui sont photosensibles et qui influencent causalement le comportement des roues derrière. Il y en a un dont le senseur de droite est relié à sa droite, et dont le senseur de gauche est relié à sa gauche, le 2A, et il y en a un dont les senseurs sont croisés, le 2B. Et en vertu de ce croisement, quand l'agent 2A aura une source de lumière devant lui, la roue qui est la plus proche de la source de lumière va aller plus vite que la roue qui est la moins proche, et donc l'agent va s'écarter de la source de lumière. Que ce soit à une distance suffisante, où il va s'arrêter ou continuer, ça dépend de comment l'agent est câblé plus précisément. L'autre qui est croisé, au contraire, va avoir la roue qui est opposée à la source de lumière qui va aller plus vite, et va donc se rapprocher de la source de lumière, se rapprocher de la source de lumière. Et donc ça implique une chose, c'est que fonctionnellement, l'agent 2A agit comme s'il croyait qu'il devait éviter la lumière,
et l'agent 2B agit comme s'il croyait qu'il devait aller vers la lumière. Donc, fonctionnellement, il y en a un qui pense que la lumière lui est nuisible et un qui pense que la lumière lui est utile. Et c'est le statut qu'ont les croyances, on va dire, au sens de l'inférence active. Ça va, c'est clair? Ah oui. Parfait. Donc, étant donné ça, ce qu'on appelle une croyance étrange, c'est pas tant une croyance qui serait propositionnellement fausse, donc on pourrait démontrer qu'elle ne mène pas à des conséquences lutte acceptables, c'est une croyance qui ne permet pas à un agent de remplir ses objectifs et qui du coup ne rend pas compte d'une chaîne de causalité crédible. Soit parce que la croyance est incohérente, soit parce qu'elle ne traduit rien, elle n'explique rien, elle ne permet de rien prédire. Des croyances de cet ordre, qui sont vérifiées par des agents, sont des croyances qui ne lui permettent pas d'avoir une prise sur le monde, qui ne lui permettent pas de minimiser son énergie rationnelle, et qui sont donc pas utiles. Et la manière dont on va appeler ces croyances, c'est causalement inefficaces, parce qu'elles ne traduisent pas une chaîne causale crédible, étant donné ce que l'agent peut observer, ce que l'agent pense. Et on pourrait citer beaucoup d'exemples de croyances qui, manifestement, ne traduisent pas une chaîne de causalité bien solide. Donc il y a la croyance que je peux agir sur... faire de la magie concrètement, soit agir sur une poupée en mettant des pics dedans, soit faire un pacte avec un démon, soit, je ne sais plus comment font les sorciers berrichons, mais faire des rituels d'une forme ou d'une autre pour nuire à une personne dans une communauté. La croyance que si quelqu'un qui est autorisé par l'Église catholique me lève la tête, du coup je deviens pur et Dieu va me pardonner, c'est pas quelque chose qui sont très cohérents non plus. Ou la croyance qu'il y ait des groupes d'Illuminati qui dirigent secrètement le monde à la place des groupes des classes politiques et économiques qui le dirigent ouvertement. Donc tout ça sont des croyances dont il serait très 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 dur de rendre compte en termes naturalistes, au sens où ce serait très dur d'avoir une hypothèse crédible sur comment elles traduisent une chaîne de causalité qui existe dans le monde. Ouais. Donc c'est effectivement étrange que les gens tiennent ces croyances, au sens où a priori ça ne devrait absolument pas participer à une prise agentive sur l'environnement dans lequel ils vivent. Donc la question qu'on va poser maintenant, c'est pourquoi et comment les croyances étranges se développent-elles si elles n'aident pas les gens à être des agents, à agir dans le monde. Donc, pour répondre à cette question, on va déjà discuter d'une réponse en premier ordre, qui est celle associée à l'anthropologie cognitive défendue par Dan Sperber dans le contexte, qui s'intéresse avant tout aux propriétés cognitives universelles, on va dire, dans l'espèce humaine. Et ce que dit Sperber et ses collègues, c'est qu'il existe des représentations qui sont spécialement attirantes, qui sont spécialement, il y a un mot pour ça, afférentes cognitivement pour les humains. Des choses qui vont spécialement attirer l'attention et spécialement être mémorables. Et de ce fait, les gens vont mieux en retenir, les gens vont plus en parler, et ces représentations vont être sélectionnées à mesure que les gens communiquent et se transmettent des croyances les uns aux autres. Donc ça, c'est une dynamique qui est manifeste, par exemple, dans la création de superstimuli. Les humains ont des visages, ils servent des visages pour communiquer. La communication est très importante dans l'écologie humaine, et donc les humains sont très sensibles au visage. Et le fait est qu'il y a beaucoup d'artefacts culturels humains qui traduisent d'une manière ou d'une autre, qui représentent des visages, parfois avec des traits qui sont forcés vis-à-vis des vrais visages. Des vrais visages, oui, des vrais visages, c'était l'usage valide du terme vrai. Et donc ce que propose l'explication épidémiologique de la représentation, c'est que simplement les visages étant afférents, il y a plus de chances qu'ils soient représentés et transmis dans la culture, et du coup, les représentations de visages sont sélectionnées culturellement. Ça, c'est une dynamique qui a donné lieu à relativement peu de prédictions expérimentales. Une d'entre elles porte sur le bloodletting, la saignée. Il y a une prévalence mondiale assez forte de la saignée, le fait de faire saigner les gens quand ils sont malades, alors que, à ma connaissance, et à la connaissance des auteurs de ces papiers, ça n'a
pas très efficace pour soigner des maladies. Par contre, dans les expériences qui ont été faites du moins, c'est quelque chose qui est très afférent cognitivement et que des gens ont de grosses probabilités de se souvenir et de transmettre dans des chaînes de narration. Donc selon la théorie épidémiologique de représentation de Block-Letting, c'est cette propriété d'afférence cognitive qui facilite la transmission de l'idée selon laquelle la saignée est efficace à des histoires impliquant de la saignée, plus précisément, qui facilite l'utilisation de la saignée, la croyance qu'elle est causalement efficace. Donc c'est une explication qui a sans doute un domaine de validité, mais qui est partielle. Parce que les humains ne sont pas cons. Les humains ne sont pas nés d'hier, pour faire une référence à un bouquin récent sur le sujet. L'écologie humaine entière est basée sur l'apprentissage social. Et les humains sont très efficaces pour discriminer le bullshit, concrètement. Ils sont très efficaces pour juger de quelles sources sont fiables sur tel et tel sujet et se fier spécifiquement à des gens qui ont un prestige particulier ou qui ont la réputation particulière d'être doués, d'être compétents dans un domaine. Et surtout, les croyances causalement inefficaces, ce ne sont pas des choses qui existent dans une chaîne de transmission d'histoire en laboratoire. Ce sont des choses qui existent dans une écologie et les gens s'en servent. Les croyances causalement inefficaces, elles sont mises en pratique par des agents qui peuvent les tester empiriquement. Un exemple, c'est ce qu'on appelle les anents, qui sont des chants que les Achuars, donc dans la culture populaire, les Indiens Jivaro, chantent aux plantes. Donc, les Achuars sont une société qui, du moins pour ce que l'anthropologie a pu documenter, ont des croyances animistes. Ils estiment que, je ne sais pas pour les minéraux, les rivières, les choses comme ça, mais en tout cas, ils estiment que les plantes et les animaux ont des esprits et qu'ils peuvent communiquer directement avec des esprits comme si c'était des agents humains qui ont des capacités linguistiques. Et les femmes Achuars sont horticoles. Enfin, les Achuars sont un peuple horticole et les femmes ont pour rôle social notamment d'entretenir des jardins. Et dans ces jardins, elles chantent des trucs aux plantes parce qu'elles estiment que je ne saurais pas comment l'expliquer exactement parce que je ne crois pas que Descola entre dans les détails à ce sujet et je ne l'ai pas lu, j'ai lu il y a 6 ans. La dernière fois que j'ai lu un truc à ce sujet, c'était il y a 5 ou 6 ans. Donc je ne saurais pas entrer dans les détails de ça, mais en tout cas, c'est une croyance qui est printed, comment on dit, imprimée. Dans des pratiques particulières dont les gens dépendent vitalement pour survivre. Donc ils ne vont pas faire des choses qui sont inefficaces parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Okay. Et du coup, ça implique de faire appel à une hypothèse complémentaire, on va dire, concernant le rôle de ces croyances socialement inefficaces, qui est leur rôle dans la régulation socio-écologique des comportements. J'ai dit que les Achuars étaient animistes. Quand on est animiste, on estime que les animaux, les plantes, l'environnement, tout ce qu'on voit, a une conscience et est un interlocuteur à part entière. Et ça implique assez évidemment, je pense, qu'on va prêter beaucoup plus d'attention aux propriétés, à ce que veulent, entre guillemets, ou en tout cas aux signes de bien-être des états internes des systèmes biologiques qui nous entourent, et qu'on va avoir beaucoup moins tendance à aller tâter les limites écologiques de son environnement. Il n'y a pas de référence sur ça. Je ne connais pas en tout cas de personne qui a fait une preuve définitive de ça et je ne vois pas de méthodologie qui pourra le faire. Ce serait très compliqué d'en développer une. C'est une idée qui est très courante dans les anthropologues sur le sujet, donc ça ne me semble pas non plus déconnant. Ça semble assez logique, effectivement, que si tu te préoccupes du vécu, par exemple, des animaux autour de toi, tu vas moins avoir tendance à les exploiter ou les tuer pour le plaisir ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Typiquement, si tu, en tout cas dans les familles, les groupes particuliers qui ont été plantés par Descola, pour aller chasser des pécaris, doivent demander son avis au grand-père des pécaris. Genre, ils doivent demander à quelque chose s'il est d'accord pour qu'il chasse des pécaris. Donc ça implique d'y passer du temps, ça implique pendant ce temps de penser à ce que veulent les pécaris en tant qu'ensemble. Et ouais, ça me semble assez évident que des gens qui font ça vont être beaucoup plus attentifs à ce qui se passe autour d'eux que des gens qui se disent « Tiens, je vais buter des cochons aujourd'hui ».
ou des gens dont l'activité socio-économique est dirigée par des marchés financiers qui sont eux-mêmes, qui fonctionnent sur la base de gens qui n'ont jamais vu un pécari de leur vie. Voilà, donc, institutionnellement, ça force les gens à prêter attention. Et ça me semble très difficile de penser que plus d'attention sera traduite par plus d'efficacité dans la régulation des feedbacks. Donc, par contre, ça c'est à ma connaissance pas documenté. À nouveau, je ne sais pas comment vous pourrez faire une expérience quantifiable de ça, donc ça me semble pas étonnant. Un cas qui est documenté, par contre, c'est les religions moralisantes, donc, qui sont l'ensemble des religions qui correspondent à ce qu'on pense être les religions, donc le christianisme, le protestantisme, l'islam, le jaïnisme, le de mesure, le bouddhisme, le stoïcisme, le taoïsme, qui sont toutes des systèmes de croyances institutionnels qui promeuvent massivement l'idée que si tu te comportes mal, si tu te comportes en opposition aux normes sociales éminentes, tu vas le payer. Pour certaines de ces religions, parce que Dieu ou quelque chose de proche de Dieu va te punir. Pour d'autres, parce qu'il y a un karma où il y a des principes physiques, je dis physique dans le sens large, des principes causaux fondamentaux qui va que tu vas payer tes mauvais comportements, quoi qu'il arrive. Et cette croyance, et globalement l'idéologie qui va autour, qui favorise des comportements prosociaux, qui ne pas nuire à autrui, être poli, sourire, je sais pas quoi, ça favorise le respect des normes sociales et ça favorise la coordination intra-groupe. Et ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très bien documenté. L'anthropologie cognitive des religions, c'est une énorme littérature et les preuves sur le sujet sont, à ma connaissance, totalement univoques. Et du coup, on a un cas d'étude où des croyances causalement inefficaces, parce qu'il n'y a pas de karma, il n'y a pas de Dieu, désolé, peuvent permettre une régulation des comportements qui soit efficace à l'échelle d'une société et peuvent permettre à la fois au système complexe qu'est la société et aux agents individuels au sein de la société de mieux prédire leur flux sensorimoteur, de stabiliser leur environnement et d'avoir un meilleur grip sur leur environnement. Donc, le fait d'avoir une croyance fausse peut être sélectionné, peut être écologiquement valide, si ça me donne une meilleure prise sur ce qui se passe autour de moi. Et c'est le cas ici de l'animisme, en tout cas, ça me semble très probable, et de la croyance en une justice cosmique, associée à une classe de prêtre qui détaille exactement ce que ça implique dans les comportements quotidiens. Okay. Et ce que ça implique, c'est quand on veut avoir littéralement une approche naturaliste des croyances, une approche qui est basée dans une compréhension des processus causaux qui forment la réalité naturelle. Ça implique qu'on fasse attention au régime de sélection épistémique dans laquelle les croyances s'intègrent. Parce que toutes les croyances modulent les comportements dans le cadre d'une niche écologique, et y compris quand on parle de croyances scientifiques, et toutes les croyances sont littéralement sélectionnées pour fonctionner dans cette niche. Donc quand je dis fonctionner, je parle pas nécessairement fonctionner pour la régulation sociale. Il peut y avoir d'autres contraintes que la régulation sociale qui vont faire que telle ou telle croyance est efficace, correspond à la stratégie évolutionnairement optimale des agents dans tel ou tel contexte. Il peut y avoir une sélection à l'échelle du système scientifique de croyances assez discutables d'ailleurs, ce qui est très beaucoup discuté dans le cadre de la crise de la réplication des travaux en psychologie sociale et comportementale. Et le fait de faire ce constat que les croyances font partie d'une niche et qu'elles existent en vertu de la niche dans laquelle elles existent, ça implique de prêter attention à pourquoi les agents développent une croyance. Il semble très évident que quelqu'un qui est d'une société qui est de l'idée dominante forte et qui doit simplement prétendre que Lénine est le plus grand homme qui ait jamais vécu, ou que les sociétés pétrolières vont jamais au grand jamais causer de problèmes environnementalement, va avoir des motivations et qui doit croire en ça et qui doit agir en tout point comme s'il croyait en ça pour avoir une place existentiellement, avoir un travail, une peine en prison, va avoir des motivations différentes pour maintenir cette croyance que quelqu'un qui est un riche nerd, qui est très intéressé par comment les étoiles bougent dans le ciel et qui a le temps et l'énergie de développer des instruments pour
pour en savoir plus sur les étoiles. Je crois que c'est le sextant de Kepler, je ne sais plus. Ok. J'ai oublié de mettre la référence. Désolé Wikipédia. Donc, partons de ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ce que j'appelais la pratique du scepticisme pour les interactions qu'est-ce que je fais en tant que sceptique? Qu'est-ce que je peux faire quand je rencontre une croyance étrange? Donc, là, on part de physique statistique, mais les conséquences qu'il y a, on peut en tirer des conséquences qui sont plutôt bas du plafond, bas du front, pragmatiques et faciles à mettre en œuvre. Donc déjà, une première distinction assez simple qu'on peut faire, c'est le fait que les gens n'ont pas des croyances parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles sont officiellement exactes, qu'elles font des prédictions scientifiquement vérifiées ou je ne sais quoi, mais parce qu'elles sont appropriées à réguler l'activité de l'agent au sein de leur niche. Donc ça, c'est un réacteur de Lorentz, c'est un système qui a étudié très largement en système dynamique, et il est supposé ici correspondre à des cycles qu'on appelle ça circadiens. Donc un agent qui va évoluer à gauche de l'espace d'état quand il dort, à droite quand il est éveillé. Et tant qu'il fait ça, qu'il a les bonnes trajectoires dans les deux états, il est vivant. Et cet tracteur correspond à un système de croyances qui sont les propriétés statistiques qui correspondent directement aux propriétés statistiques de l'attracteur. Donc ça implique que les croyances que les gens ont sont a priori implicites, elles servent à réguler leur comportement, pas à donner leur avis sur Internet, et elles ne sont pas sélectionnées sur leur vérité dans un contexte expérimental ou je ne sais quoi, ou leur capacité à développer des tests philosophiques et analytiques sur 480 pages, sans compter la bibliographie. Elles sont sélectionnées sur leur capacité à générer des comportements appropriés là où existe l'agent. Et ça implique quelque chose qui est que les explications, en général, ne fonctionnent pas en vertu de leur caractère vrai, à nouveau, elles fonctionnent en fonction de leur cohérence. Et ça, c'est quelque chose dont on pourrait penser que ça s'oppose frontalement avec la pratique de la science, avec la vérité scientifique. C'est pas le cas. Parce que, concrètement, la science évolue. Il y a 300 ans, il y a même 100 ans, on admettait la physique newtonienne, qui est basée sur le fait que le différentiel de l'impulsion d'un corps soit égal à la somme des forces qui y sont exercées, comme étant vrai, ou comme étant du moins un modèle approprié de l'environnement. Le fait est qu'on sait maintenant que ce n'est pas le cas, en vertu de deux choses. Selon la mécanique relativiste, je crois qu'on dit ça, il n'existe pas d'action instantanée à distance, et sur la mécanique quantique, l'impulsion existe dans un espace discret, donc pas dérivable. Donc si on considère que l'explication scientifique doit être vraie, correspondre directement aux propriétés du monde, on est confronté à un problème. Est-ce que la théorie newtonienne est devenue fausse après avoir été vraie, ou est-ce qu'elle n'a jamais été vraie en premier lieu? Auquel cas, aucune des théories qu'on a est vraie parce qu'elles sont toutes sujettes à de futures révisions, peut-être. Le fait d'avoir une approche naturaliste et basée sur le processus cognitif qui sont de la connaissance, ça permet de détruire ce dilemme, parce que la démarche scientifique passe par le fait de construire un cadre explicatif qui est cohérent avec les connaissances qui sont déjà intégrées, qui est cohérent avec les observations qu'il génère. Et il y a besoin, à aucun moment pour faire de la science, de supposer que le modèle précis de la réalité que j'ai formulé est vrai, correspond précisément aux propriétés ontologiques du monde. Donc ce que ça veut dire, c'est que la définition que j'ai introduite des croyances comme un système qui est non propositionnel et qui est implicite et basé sur des comportements n'est pas antagoniste avec une démarche scientifique rigoureuse, naturaliste, qui explique le monde par les processus causaux sous-jacents. Et donc ce qui est vrai pour la science, le fait que l'explication doit être cohérente pour fonctionner, c'est aussi vrai des agents quotidiens, des gens à qui on parle. Et c'est important parce que ça implique que éthiquement, du moins pour être efficace, il faut admettre l'autonomie épistémique des gens. Quand les gens tiennent une croyance, ils le font dans un contexte particulier qui est celui de leur niche écologique et des croyances autres qu'ils ont avec. Donc, pour qu'une personne accepte une explication, ils ne vont pas accepter n'importe quelle explication, il faut que cette explication soit cohérente et avec le système de croyances qu'ils ont et avec l'expérience dans laquelle ils développent ce système de croyances.
si je dis quelque chose qui est évidemment faux a priori, comme par exemple, je ne sais pas, bah tiens, la guerre et la paix, ou quelque chose qui est en conflit direct avec l'expérience sensible des gens, par exemple, les pierres tombent vers le haut, ce ne sont pas des croyances que les gens vont intégrer, à raison, parce que c'est littéralement incohérent avec ce qu'ils savent. Donc ils ne vont pas l'intégrer. Et ça, c'est quelque chose qui a des conséquences concrètes pour le scepticisme. Et je vais le montrer par un exemple tiré de l'article de Ce n'est qu'une théorie, dont j'ai complètement oublié le nom, Assis, humilité épistémique, comment convaincre éthiquement, à quelque chose près. L'image qui vient de s'afficher, c'est l'image du moustiquaire anti-paludisme, qui a été distribué par des humanitaires européens, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique, et que les gens, au lieu de mettre dans leur chambre pour éviter de choper le palu, mettent autour des cultures, pour protéger leur culture des moustiques. Donc, les gens ont parfaitement compris que ces moustiquaires protégeaient des insectes, ils ont parfaitement compris que le paludisme était un problème. Pourquoi exactement ils n'utilisent pas les moustiquaires pour se protéger eux du paludisme plutôt que pour protéger leur culture? L'explication, elle est très simple. C'est parce que le paludisme, dans le langage local, ça renvoie à l'insolation. Le paludisme, c'est l'état dans lequel tu es quand tu as pris un coup de soleil et que tu perds connaissance. Et les gens qui leur ont filé les moustiquaires n'ont pas cherché à comprendre ce qu'est le paludisme, ils leur ont dit « voici comment protéger du paludisme ». Et les gens qui savent parfaitement que le paludisme est causé par le soleil, et qui n'ont pas l'occasion d'avoir un dialogue avec les personnes qui leur filent les moustiquaires sur à quoi servent les moustiquaires et pourquoi ils fonctionnent, ils ne sont pas cons au point de penser que s'ils mettent des moustiquaires dans la porte de leur chambre, ça va les protéger du soleil. Donc ils vont accepter les moustiquaires, dire oui, et les utiliser là où elles peuvent être efficaces pour protéger quelque chose, c'est-à-dire dans les cultures qui, elles, sont menacées par les insectes. Et donc, le fait que les humanitaires occidentaux n'aient pas essayé de comprendre ce que voulait dire le paludisme dans le langage courant des gens à qui distribuaient des moustiquaires a impliqué que l'usage des moustiquaires est complètement backfire. Parce que les propositions qui ont été données par les humanitaires aux Africains qui ont distribué les moustiquaires ont simplement été intégrées de la manière la plus rationnelle et efficace possible par les personnes en question, et l'interprétation la plus rationnelle et efficace, c'était de foutre les moustiquaires sur les cultures, ce que les humanitaires n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre ce que voulait dire moustiquaire, pardon, ce que voulait dire paludisme dans le langage local. Et là, on va retomber sur un thème qui est relativement populaire, discuté dans les sphères sceptiques que j'ai suivies du moins pendant les derniers mois, qui est celui de l'épistémologie sociale. Ouais. Puisque les croyances sont de toute manière construites par un contexte matériel et social, le filtrage des sous-informations, il joue un rôle fondamental. Il ne s'agit pas seulement de croire bien, d'avoir une méthodologie spécifique pour croire, il s'agit de comprendre quelle source est compétente pour quoi. Parce que, de manière descriptive, pas de manière prescriptive, le monde dans lequel on est de toute manière formé par l'agentivité d'autres personnes que nous. C'est d'autres personnes qui ont décidé, mettons, de l'urbanisme dans lequel on vit. Et chacun de ces détail va former les croyances représentationnelles qu'on va former ce qu'on pense du monde. Et ce qu'on pense être une bonne manière d'agir dans le monde. Et concrètement, le fait d'être aveugle aux influences qu'on a, ça implique d'être influencé par des gens sans comprendre pourquoi. C'est quelque chose qui est directement antagoniste au fait d'avoir une pratique vertueuse, ou en tout cas réflexive et rationnellement efficace des propositions. Donc, pour conclure, je ne vais pas essayer de redire brièvement tout ce que j'ai dit parce que je ne pense pas que j'y arriverai, mais je vais juste dire quelque chose de normatif / prescriptif, c'est le fait que si on a une approche scientifique des croyances étranges et des croyances plus généralement, il faut comprendre le contexte dans lequel elles se développent, et ça implique de s'intéresser aux régimes, ce que j'appelle les régimes socio-épistémiques, parce que apparemment quand j'écris les slides, j'avais envie de mettre un mot compliqué, ce qui est concrètement le contexte de croyances et de conditions sociales dans lesquelles elles se développent. Et ça implique de penser systématiquement, quand on interagit avec des croyances quelconques dans un cadre scientifique ou autre, de porter une attention à la niche particulière
dans laquelle s'inscrivent ces croyances, et la manière dont cette niche est construite collectivement par un certain nombre d'agents dont on peut ou non connaître les intentions, les représentations, le fonctionnement. Et that's it. Je vais passer les slides pour que les gens puissent avoir les références en utilisant uniquement la vidéo. Alors, du coup, moi, j'ai peut-être quand même une ou deux questions, si je peux. J'essaye de me mettre un peu dans la tête de certains sceptiques, en tout cas qui ne sont pas forcément au courant de l'aspect un peu plus systémique dont tu parlais ici. Je me demande un peu qu'est-ce qui répondrait à ce genre de logique. Ce qui me venait à l'esprit, c'est que finalement, si on se dit chaque croyance bizarre qu'on souhaiterait critiquer, si on doit toujours prendre en compte le système dans lequel elles sont apparues, et le système dans lequel les agents évoluent, ça devient extrêmement compliqué de produire une critique de quoi que ce soit, en fait. Parce que ça veut dire que pour chaque critique, la critique qu'on peut faire, elle doit varier en fonction des agents qui portent une certaine croyance ou une certaine opinion, puisque deux personnes peuvent avoir la même croyance, mais venir de systèmes différents. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et si on essaie de convaincre un anti-vax qui est motivé principalement par le doute envers le gouvernement en lui disant que les institutions ne peuvent pas se tromper, ça va backfire. Parce que on lui dit quelque chose qui lui semble, pour des raisons localement rationnelles, absolument fausse. On lui demande de se baser sur un raisonnement faux, donc il ne va pas le faire. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et du coup, si on veut être convaincant, il faut trouver un moyen de remplacer une explication, une croyance, par une croyance qui fasse sens localement. Et ça implique de parler aux gens et d'écouter ce qu'ils disent. Donc si quelqu'un ne veut pas faire ça, ça ne va pas fonctionner. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, est-ce que ça ne veut pas dire que la plupart des critiques qu'on pourrait faire de manière publique en visant des groupes de personnes, je veux dire sans avoir un dialogue individuel avec une personne ou en tout cas des représentants d'un groupe de personnes qui serait bien défini, en fait, il n'y a pas beaucoup de cas où on peut de manière pertinente faire une critique qui pourrait être entendue. Alors, c'est un peu une conséquence logique de tout ce que tu racontes, à mon avis, en t'entendant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça dépend qui on vise. Parce que tu peux avoir une stratégie qui consiste à ne pas du tout s'intéresser au fait de convaincre par Léa les tenants d'une croyance spécifique et à essayer de bloquer leur recrutement, on va dire. Essayer de convaincre la mer de gens qui ne sont pas alignés. C'est une stratégie qui marche apparemment très bien pour bloquer les nazis, par exemple. Ne pas se lancer en débat public avec eux, mais essayer de convaincre la majorité des gens qui ne sont pas des nazis que les nazis, quand même, c'est pas bien, il ne faudrait pas trop leur parler. Ouais. Je ne connais pas de résultats quanti sur le sujet, il me semble que le consensus général, c'est que ça marche. Donc ça, c'est un exemple où on va pas... Je sais pas, je vois peu de chance de convaincre des gens qui pensent qu'ils sont soumis à un génocide sur la base de rien que, en fait, non, c'est cool, je peux être pote avec des gens. Je vois pas comment ça pourrait marcher. Et le fait de les chanter complètement, ça me semble logique. Dans le fait où on est prêt à discuter avec les tenants centraux d'une croyance, où il n'y a pas de raison très forte de ne pas le faire, comme le fait que s'ils ont de l'audience, c'est vraiment pour tuer des gens, on peut avoir la même stratégie. Ça marchera au sens où on pourra éventuellement convaincre des gens de ne pas rejoindre les rangs des tenants de la dite croyance, mais c'est sûr qu'on n'aura pas la même perméation dans les gens qui sont déjà motivés qu'on l'aurait en essayant de discuter avec eux directement et de voir quels sont les points centraux dans leur système de croyance qui, de notre point de vue, posent problème et en essayant de proposer des alternatives. Ouais, ça me paraît assez logique. En t'entendant, je repense à une étude que j'ai vue il n'y a pas longtemps, un truc belge qui
qui se demandait en fait pourquoi en Belgique l'extrême droite avait moins de rayonnement, notamment au niveau politique, qu'en France. Et la réponse des chercheurs, c'était que chez nous, il y a vraiment une sorte de cordon sanitaire qui est partagé par quasiment tous les partis, et qui fait que donc, en fait, on ne donne pas la parole à l'extrême droite. En fait, ils ont peu de lieux où ils peuvent s'exprimer en dehors de leur bulle Internet, etc. Et que donc, l'hypothèse, c'était que c'était ça une des méthodes qui était efficace. Et c'est vrai que ça, c'est une hypothèse intéressante. Comparé à ce que certains sceptiques ont pu défendre, notamment que voilà, aller discuter avec l'extrême droite, ben, c'était leur apprendre des choses, c'était pouvoir montrer à leur public qu'on pouvait mettre des nuances, etc. Mais l'effet aussi, c'est que du coup, ça rend leur existence visible, et ça rend le débat aussi... ça montre que le débat aussi est possible et légitime, ce qui peut avoir des conséquences délétères que non pas un cordon sanitaire, quoi. Déjà, le fait qu'il y a un cordon sanitaire en France sur l'extrême droite, ça me semblerait très très étonnant, en tout cas aujourd'hui. Je me rappelle plus. Faudrait regarder le temps qu'a le FN à la télévision en heure de pointe. Mais je pense que c'est beaucoup plus que LFI, par exemple, qui est un parti qui est plus politiquement correct. Il est plus aligné avec les valeurs de la République française. Donc on pourrait penser qu'il est plus de légitimité et plus d'écoute. Donc je doute très fortement que ce soit le cas. Sur le fait du cordon sanitaire, c'est certain que débattre publiquement avec l'extrême droite, c'est une connerie quand on est dans une position dominante, parce que ça, c'est simple. Comment dire, ça leur donne de la visibilité, donc ça leur donne du reach, donc ça leur donne du grip. Sur le fait qu'on ne devrait jamais essayer de discuter avec l'extrême droite, dans un cadre privé spécifiquement, ça me semble plus douteux. Si on a un proche qui est radicalisé, qui croit au grand remplacement, des choses comme ça, ça me semblerait logique d'essayer de comprendre comment il raisonne et d'essayer de le convaincre du contraire. Oui, tout à fait. C'est d'autant plus logique qu'il n'y a pas de public à qui va expliquer ses thèses dans un contexte privé, et qu'il y a quand même très peu de chances, en tout cas moi je vois très difficilement comment je pourrais être convaincu par le grand remplacement, parce que j'ai lu 3 bouquins d'histoire, ça fait pas beaucoup, mais ça fait assez pour comprendre que c'est pas dans ce sens-là que ça marche. Après, j'imagine qu'on peut dire que essayer d'entrer dans un contexte, dans un système de croyance d'extrême droite, c'est mal en soi, quelles que soient les conséquences, je ne sais pas. Ok. Il y a un autre exemple qui me venait à l'esprit aussi en t'écoutant, c'était tous les débats autour des croyances religieuses des personnes. On en a parlé un tout petit peu, mais en fait, moi, ça me faisait penser à la contre-apologétique, en gros. Il y a eu quelques sceptiques, surtout un ou deux, qui ont parfois discuté avec je pense pas, je sais pas si c'était des religieux, mais en tout cas des personnes qui défendaient la foi avec des arguments rationnels. Et d'un côté, moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant. J'aime bien l'apologétique et la contre-apologétique. Et en même temps, l'impression que j'ai toujours eu aussi quand on voit des personnes qui posent des questions par rapport à ça, mais en dehors du secteur académique, je veux dire dans la vie de tous les jours, c'est que si on demande à quelqu'un pourquoi il croit en Dieu, et tu dis un peu avec d'autres mots, en fait, on va jamais avoir les vraies raisons. C'est-à-dire que les gens vont nous donner un discours, une narration qui expliquerait pourquoi, selon ce qu'ils imaginent, eux-mêmes croient en Dieu. Alors qu'en fait, ça va être des explications rationnelles qu'on peut contredire, mais c'est pas les vraies raisons. Ça peut être une part des raisons, mais il y a des raisons plus fondamentales que tu citais toi-même, qui est l'appartenance à un groupe, le fait que ça génère des conséquences positives pour eux dans leur environnement, que ça leur donne des sentiments peut-être positifs de, je sais pas moi, de stabilité, de cohérence par rapport à leur vision du monde. Enfin voilà, il y a plein de bénéfices, mais ces bénéfices-là, on n'en a pas forcément conscience. Donc, si on demande à quelqu'un, ah bah oui, pourquoi tu crois en Dieu, il va pas dire, ah bah oui, c'est parce que du coup, ça me permet de m'intégrer dans mon groupe social et d'avoir un sentiment de clôture cognitive. Personne ne va dire ça. Ça augmente ma fitness espérée de 0,01. De quoi ? Ça augmente ma fitness espérée de 0,01. Fitness, la mesure de la production en biologie. Les gens vont pas dire ça. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Et pourtant, c'est souvent là-dessus qu'on les attaque. Alors on dit, mais pourquoi les gens croient en Dieu, puisque leur argument
pour prouver que Dieu existe, il tient pas la route. Oui, mais en fait, on s'en fout. C'est pas ça le. Ouais. C'est intéressant pour un débat académique, mais en fait, c'est pas ça qui définit pourquoi les gens croient à quelque chose. Voilà. Et si on interagit en rien avec les fonctions qu'ont les croyances pour une personne, on ne va pas interagir avec la croyance de la personne. Oui, c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est pas toujours très bien compris par certains sceptiques. J'ai l'impression que c'est pas toujours très bien compris par certains sceptiques. Ouais. Et bon, après, pas que par les sceptiques, je pense que c'est pas forcément compris par plein de gens. Bon, c'est vrai que quand tu as fait, pour les gens qui ont des notions de psychologie, c'est quelque chose qui a l'air d'être une banalité en fait, parce qu'en psychologie, on passe plein de temps à essayer de comprendre le système de croyances des gens, leur environnement, et à travailler avec ça, et pas avec leur discours rationnel uniquement de surface. Mais en fait, dans les autres sciences, je vois qu'il y a des personnes qui ça a l'air d'être assez étrangers à leur système de pensée, d'avoir ces éléments-là en tête, ça pose pas mal de problèmes, quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, soit dit en passant, j'imagine que la croyance que c'est avoir raison proportionnellement qui compte, et on peut engueuler les gens et leur prouver qu'ils sont des abrutis et ça va marcher pour les convaincre, elle doit être liée intrinsèquement de la niche écologique des gens qui font ça. Je ne sais pas lesquels. Tout à fait. Tout à fait, oui, c'est ça. Ça s'applique à tout le monde, y compris à ceux qui critiquent ou qui essaient d'analyser le discours des autres. Oui. C'est vrai que, bon, à ma connaissance, il n'y a pas des masses d'études qui évaluent ça, mais voilà, les sceptiques peuvent avoir certains profils particuliers, comme les gens qui adhèrent à certaines tendances politiques ont aussi certaines caractéristiques. On ne vient pas de nulle part, quoi. Je ne sais pas si les sceptiques ont un statut différent, une attitude différente par rapport au débat que d'autres communautés sociopolitiques. Aucune idée. En général, les débats sur Twitter, ils ne sont pas très polis, quel que soit le sujet. Donc je ne sais pas si les connards, ferme ta gueule et autres anti-sciences, c'est sûr que ça clash fortement avec ce qui semble être l'éthique sceptique, qui est basée sur le fait d'être rationnel, calme et d'essayer de convaincre. Essayer d'avancer collectivement avec des croyances moins mauvaises. Je sais pas, c'est des propriétés particulières sceptiques qui font qu'ils tiennent ça. Oui, c'est aussi des propriétés des médias, je pense, qui influencent pas mal, puisque on voit bien qu'il y a des différences assez fortes de communication entre Twitter et Facebook, par exemple, avec les mêmes personnes. Twitter génère des effets quand même particuliers au niveau de la communication, parce que c'est pas conçu comme un lieu de débat à la base, et ça a pas mal d'effets, ça, je pense, sur le vécu des personnes qui essayent d'y communiquer quelque chose. À ma connaissance, la polarisation entre les sceptiques pipou et les sceptiques hardcore date d'avant, date d'une époque où, en tout cas en France, où les débats étaient vachement sur Facebook. Donc, ça ne me semble pas, du moins si les informations que j'ai sont exactes, un driver premier de cette dynamique. Oui, c'est vrai qu'il y a à la base, historiquement, il y a des différences par rapport à ça. C'est vrai que bon, les premiers sceptiques, quand les réseaux sociaux ont démarré, les gens qui étaient un peu moteurs du mouvement sceptique ont mis très fort en avant ces idées de critiquer les idées, pas les personnes, d'être cordial, etc. C'était des valeurs importantes. Et c'est vrai que le mouvement s'est un peu diversifié par rapport à ce genre d'idées après, tandis qu'il y avait une sorte de bloc. En tout cas, ça donnait l'impression qu'il y avait une sorte de bloc au niveau de ces valeurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est moins le cas. Les opinions sont beaucoup plus diversifiées sur ces valeurs. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un peu des différences, quoi. Tu penses que ça peut être... tu penses qu'il y a une massification et que les valeurs n'ont pas peu été transmises aux membres entrants? Parce que sur Facebook, les groupes sont très larges et sont très faciles à intégrer. Ouais, je pense qu'il y a... Bon, évidemment, ça reste très hypothétique parce qu'on n'a pas beaucoup de données, mais mon impression, pour avoir été là depuis quand même assez longtemps, c'est que
Avant les réseaux sociaux, la zététique, ça restait un truc un peu de niche, mais vraiment très limité, avec des gens donc qui étaient tous assez fort investis dans le mouvement. Et il y a eu une époque comme ça d'explosion un peu au niveau du grand public, notamment à cause de certaines personnes qui ont commencé à être invitées plus souvent dans les médias, de parler du scepticisme dans les médias, enfin je pense au niveau contemporain, je pense à des gens comme Gérald Bronner. Et donc voilà, tout ça, ça a amené une sorte d'afflux massif aussi de personnes un peu de tous les horizons et qui sont investis à des niveaux très variables dans le mouvement sceptique. D'ailleurs, c'est tellement variable qu'aujourd'hui, c'est devenu très difficile de définir effectivement qu'est-ce que c'est le mouvement sceptique, qui sont les sceptiques. C'est tellement... Je pense c'est devenu vraiment très, très flou à ce niveau-là, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu, je pense, un éclatement comme ça de profils, de valeurs, de manières de pratiquer, et que ça s'est amplifié comme ça de plus en plus avec le temps, quoi. Et peut-être pour revenir sur un peu sur la systémique, bah voilà, au début des réseaux sociaux, du coup, le scepticisme, c'était un système assez fermé, assez plus rigide. Et voilà, aujourd'hui, il y a plus ce noyau dur comme ça que tout le monde suit, quoi, et qui donne un peu les normes à intégrer pour être un sceptique du mouvement sceptique. Tout à fait. C'est facile de mettre une bannière dans son machin Twitter ou dans Facebook. C'est plus difficile d'aller parler à des gens physiquement sur un investissement plus long. Il y a plus de conséquences si on fait de la merde. Et il y a plus d'incarnation aussi, qu'il y a une association des normes à des affects, à des sensations concrètes. Donc c'est beaucoup plus facile d'intégrer des trucs dans ce contexte. Moi, je suis très internet et clavier, donc je ne ressens pas forcément, mais dans le cas général, ça doit jouer énormément. Ouais. Et comme tu disais, si on doit parler aux personnes pour comprendre un peu leurs valeurs, d'où elles viennent, leur environnement, etc., ça demande un peu... c'est plus facile quand on est sur le terrain. Et c'est vrai que au début... C'est plus difficile de se positionner en sachant. Pardon ? Mais c'est plus difficile de dire « Regardez-moi, je représente la science, je vais vous convaincre ». C'est ça, tout à fait. Parce qu'il y a aussi l'empathie qui fonctionne beaucoup mieux, je pense, que par les réseaux. Et donc, on a tendance à tenir beaucoup plus compte de la personne qu'on a en face de soi. Et c'est vrai que tous les gens qui étaient un peu des leaders du mouvement sceptique au début des réseaux sociaux étaient des gens souvent qui allaient sur le terrain, qui faisaient des actions, qui faisaient qui allaient dans des foires de la science, qui faisaient des ateliers, qui essayaient de rencontrer un peu des gens sur le terrain quand même. Et ça c'est vrai que ça donnait un peu une autre perspective. Et je pense que c'est plus facile quand on fait ça aussi de tenir compte du système de valeurs plutôt que une information beaucoup plus riche. Ouais. Et je pense qu'il y a des choses qu'on a vues sur Internet et qui n'auraient jamais pu exister en dehors des vidéos où des gens s'insultent mutuellement autour d'un débat sceptique ou ce genre de trucs. Enfin, j'ai du mal à imaginer que ça aurait pu exister si on rencontrait quelqu'un en face à face, je sais pas moi, à la foire de la science où on tient un stand. Tu vas pas commencer à insulter les gens parce qu'ils racontent n'importe quoi. Bon, tu peux être un peu concerné, mais voilà, tu vas pas les insulter. J'ai vu des séminaires à l'EHESS qui partaient très vite, très loin sur très peu de choses. Donc, pas besoin de détailler, c'est pas très important. Après, dans la recherche académique, il y a beaucoup plus d'enjeux et beaucoup plus d'investissements, donc je pense que les gens peuvent s'énerver plus facilement. Je ne sais pas. C'est différent aussi si tu es dans un moi, c'est plus compréhensible. Professionnel ou pas. Mais ici, nous, je pense qu'on a rarement des raisons de s'énerver beaucoup sur les gens, parce que la plupart des personnes, finalement, qui ont été historiquement que le mouvement sceptique a critiqué, ou avec qui il y a eu des dialogues, il y en a beaucoup là-dedans qui sont pas non plus des dangers énormes pour la société, quoi. Tu vas discuter avec un type qui croit que les maisons peuvent être hantées et qu'il y a des fantômes. Voilà, je veux dire, ok, tu partages pas ses croyances, mais voilà, le type est pas dangereux, quoi. C'est pas. Si on parle de Casanova, du grand remplacement, c'est à des échelles différentes de conséquences. C'est ça. Si tu as Casanovas devant toi, là, ça serait différent.
Mais bon, voilà, on n'a pas l'occasion de l'avoir devant nous, mais ça, c'est très bien, mais c'est... ouais, c'est... Ok. Ben voilà, je sais pas, est-ce que toi, il y a encore quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à tout ça, ou un mot de la fin, ou quelque chose que tu voudrais dire aux auditeurs? Pas grand-chose, sinon que il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il est nécessaire de prendre en compte du contexte, du vécu des gens, etc. Maintenant, il y a c'est validé par la physique. Et j'en ai fait la démonstration et l'argument. Voilà ma contribution à l'édifice esthétique. Ok. En tout cas, je te remercie pour cette présentation. Comme je disais en début, on mettra les liens dans le descriptif, dans la page YouTube. Et puis, vous avez les slides. Donc, si vous voulez aller voir les références scientifiques, les slides ont été montrés sur la fin. Ils sont encore affichés en partie. Donc, voilà. En tout cas, merci à toi. Et voilà, je te dis à une prochaine. Yes.